Bonjour, donc aujourd'hui nous allons continuer le cours sur les dosages directs. Précédemment, hormis quelques définitions, nous avions surtout vu la relation mathématique qu'il existe entre les quantités de matière des réactifs introduits au moment de l'équivalence. Cette relation mathématique permet de trouver la concentration du réactif titré, à condition toutefois de trouver le moyen d'obtenir le volume équivalent. Donc l'objectif d'aujourd'hui, c'est justement d'essayer de voir comment on peut déterminer le volume au moment de l'équivalence. Autre objectif, par lecture d'une courbe pH métrique, comment peut-on faire pour trouver le pKa d'un couple? Nous avions travaillé sur cette réaction-là, donc on s'imagine que dans le bécher, il y a du diode. Le diode, il est plutôt jaune, donne une coloration jaune au bécher, et dans la burette, nous avions du thiosulfate incolore. Donc nous avions vu qu'au fur et à mesure qu'on verse le contenu de la burette dans le milieu réactionnel, celui-ci verra sa quantité de diode s'amoindrir petit à petit. Donc ici, puisque le diode confère une coloration jaune au milieu réactionnel, le milieu réactionnel deviendra de plus en plus jaune pâle. Jusqu'au moment où les dernières traces de jaune vont disparaître, autrement dit jusqu'au moment où les dernières molécules de diode vont disparaître, l'équivalence sera le moment précis où les dernières molécules de diode disparaissent, autrement dit le moment où la dernière trace jaune de la solution disparaît. Ce moment-là, c'est l'équivalence. Donc on peut repérer l'équivalence par la couleur. On dit qu'on effectue un dosage colorimétrique et l'équivalence se repère par un changement de la couleur, dans notre cas du jaune très pâle à incolore. Le problème, c'est que jaune très pâle à incolore, il n'est pas dit que vos yeux réussissent à repérer ce moment-là. Donc parfois, quand les réactifs titrants et titrés sont incolores ou lorsque le réactif coloré a une couleur pas très visible, on peut être amené à ajouter au milieu réactionnel un indicateur. Donc l'indicateur, par exemple, pour le diode, est ce qu'on appelle l'emploi d'amidon. L'emploi d'amidon, on en met un petit bout de spatule dans la solution et tant qu'il y a du diode présent dans la solution, cet emploi d'amidon se combine à ce diode et va donner à la solution une couleur plutôt noire violacée. Si bien que le repérage de l'équivalence ne se fera plus de la couleur jaune pâle à incolore, mais d'une couleur noire violacée à incolore, ce qui est beaucoup plus facilement repérable par notre œil humain. Il existe d'autres indicateurs colorés. Donc pour le magnésium, c'est le noir d'hydrochrome avec mélangé à un tampon de pH 9. Et puis il existe aussi des indicateurs colorés acido-basiques tels que le DBT, phénolphtaléine, vous en avez d'autres ici. L'utilisation de ces indicateurs colorés acido-basiques, on y reviendra tout à l'heure dessus. Hormis les dosages colorimétriques, on peut aussi faire appel à un dosage pH métrique pour déterminer le volume équivalent. Donc le dosage pH métrique consiste à étudier l'évolution du pH, non pas de la couleur, du milieu réactionnel en fonction du volume de réactif titrant versé. Alors, quand on fait ceci, on aboutit à ce genre de courbe. Donc, dans ce genre de courbe, on repère un moment particulier ici, qui est appelé saut de pH. Donc, on sent bien que l'équivalence a lieu à ce moment-là. Donc, pour tracer ce genre de courbe, il ne faut surtout pas louper le saut de pH. Donc, en pratique, comment fait-on? On relève la valeur du pH tous les millilitres. Donc, on vide la burette millilitre par millilitre et on mesure la valeur du pH. Quand on se rend compte que le pH commence un petit peu à évoluer de façon un peu différente d'avant, sur une pente un peu plus importante, dans un sens ou dans un autre, là, on diminue la quantité de burette versée et on passe de 0,5 en 0,5, histoire de maximiser ici le nombre de points de mesure pendant toute cette partie-là. Et puis ensuite, quand le pH commence à redevenir plus ou moins constant, on peut repasser à une mesure de pH de millilitre en millilitre. Voilà, donc l'idée c'est d'avoir cette partie-là la plus propre possible avec un maximum de points. Alors pourquoi? Parce que c'est avec cette partie-là de la courbe qu'on va déterminer avec précision le volume équivalent.
Pour trouver le volume équivalent, on peut utiliser la méthode dite des tangentes. Donc, pour ceci, il faut commencer par tracer deux tangentes parallèles, si possible au mieux l'une par rapport à l'autre, qui viennent donc effleurer ici les deux virages de la courbe. Donc dans ce cas de figure comme ceci, ou là, ici. Donc une tangente en ce point-là et en ce point-là, de part et d'autre du saut de pH, en ce point et en ce point. Une fois que c'est fait, je trace deux segments perpendiculaires à ces deux tangentes, assez éloignés l'un de l'autre. Je repère le milieu de chacun de ces segments et je trace la droite qui passe par le milieu des segments tracés. Ici. L'équivalence correspond au point d'intersection de la droite ici en pointillé et de la courbe pH métrique. Là, c'est ce qu'on appelle l'équivalence. Comment trouver ce que l'on appelle le volume équivalent? En se référant à l'axe des abscisses. Donc là, je peux lire le volume équivalent. Alors vous allez me dire ici, on a une courbe tellement pentue, tellement verticale, qu'on aurait pu trouver le volume équivalent, on aurait pu le deviner assez facilement. Vous pourrez être amené à avoir des courbes un peu plus planes. Donc ici, le S beaucoup moins vertical, mais un S un peu plus penché. Et dans ce cas-là, le repérage du point équivalent est moins aisé, d'où l'intérêt de la méthode des tangentes. Cette forme de courbe porte le nom de sigmoïde. Il existe une autre méthode pour trouver le volume équivalent, la méthode de la dérivée. Donc cette méthode consiste en quoi? À faire tracer par un ordinateur, vous ne pouvez pas le faire comme ça à la main, la courbe dérivée de la sigmoïde de la courbe pH métrique. Donc au départ, si la courbe est parfaitement horizontale, c'est que sa dérivée est nulle. Ici, elle est faiblement pentue, ça signifie que sa dérivée est relativement faible. Par contre, ici, la courbe varie énormément, donc la dérivée sera importante, et puis de nouveau, sa dérivée sera faible. Je rappelle que la dérivée correspond au coefficient directeur de la tangente à la courbe. Donc ici, la tangente à la courbe, elle est verticale, donc coefficient directeur très important. Ici, la tangente à la courbe, elle est quasi horizontale, donc coefficient directeur faible. Donc si je fais tracer cette courbe dérivée, j'obtiens quelque chose de ce type-là. Faible au départ, faible à la fin, puisque les courbes sont quasiment horizontales, et au moment du saut de pH, hop, il y a une augmentation de la courbe dérivée. Du coup, le volume équivalent se mesure en regardant le point le plus haut et en repérant son abscisse. Donc voilà. Je reviens ici sur mes indicateurs colorés et comment les choisir. Donc si je reviens ici à la méthode des tangentes, le point équivalent permet de trouver le volume équivalent, mais me permet aussi de trouver le pH au moment de l'équivalence. Et ce pH peut me permettre par la suite de trouver l'indicateur coloré qui me permettrait de refaire le même dosage, mais autrement qu'en traçant l'allure du pH en fonction du volume de burette versé. Imaginons ici que le pH à l'équivalence est par exemple de 8. Donc s'il est de 8, je peux imaginer que je pourrais utiliser le rouge de chrysol pour repérer l'équivalence, étant donné que le rouge de chrysol, quand il a un pH, quand il est dans une solution dont le pH est inférieur à 7, il est jaune, et quand le pH devient supérieur à 8, il est rouge. Donc du coup, en mettant ceci dedans, je pourrais repérer ce pH 8, puisqu'à ce moment-là, le pH passera, la couleur du milieu réactionnel passera du jaune au rouge. Si le pH est de 7, au moment de l'équivalence, je remarque que je peux utiliser, par exemple, le BBT, puisqu'il change de couleur aux alentours des 7. Avant, il est jaune, après, il est bleu. Alors, quels sont les points communs et les différences entre différentes courbes pH métriques? Alors là, on vous a mis différentes courbes, elles ont l'air plus ou moins identiques. Bon, première différence, c'est le sens de la sigmoïde. Donc, si je titre un acide au départ, ça veut dire qu'au départ, dans mon bécher, j'ai comme réactif titré un acide, j'ai forcément ici des pH inférieurs à 7. Si au départ, je titre une base, dans le bécher, j'ai une base, donc un milieu basique, normal, j'ai un pH supérieur à 7 au départ. On voit une autre différence entre ces courbes, c'est ici à l'origine. Pour tous les acides forts, la courbe, elle commence toute droite.
Et en revanche, vous remarquerez que quand vous avez affaire à un acide faible, il y a ici un petit virage au départ. Alors il faut en être conscient parce que parfois, quand on n'est pas trop habitué, on a l'impression qu'ici ça varie beaucoup, alors du tout, on pense qu'on est déjà au saut de pH. Donc c'est pas le cas. Quand on a un acide faible, il faut s'attendre à avoir ici une petite variation au début. C'est normal. Ensuite, autre point, c'est le point au moment de l'équivalence. Donc là, j'ai pas fait la méthode des tangentes, on imagine qu'elle a été faite et voilà ce que j'obtiens pour les différents cas. Alors, si vous regardez bien, pour tout ce qui est acide fort ou base forte dosée, le pH à l'équivalence, il est de 7. Par contre, si je dose un acide faible ou une base faible, je n'ai pas de valeur 7 au moment de l'équivalence. Donc ça peut interpeller. Alors, pourquoi je n'ai pas un pH 7 quand il s'agit des acides faibles ou des bases faibles? Je rappelle ici la réaction de dosage, c'est une réaction totale parce que je fais réagir mon acide faible avec une base forte. Au moment de l'équivalence, on sait qu'il n'y a plus aucun des réactifs présents dans le milieu réactionnel, donc on pourrait se dire il n'y a plus d'acide, il n'y a plus de base, du coup le pH devrait être égal à 7. Eh bien non, parce qu'effectivement, il n'y a plus de réactifs, il n'y a pas de réactifs au moment de l'équivalence, mais il y a les produits formés. Et dans ces produits formés, qu'est-ce qu'on a? On a la base conjuguée de notre acide faible. Donc cette base conjuguée confère bien au moment de l'équivalence un pH supérieur à 7, d'où ici le pH 9 mesuré. Okay. Idem, quand j'ai ici une base faible qui est dosée donc par un acide fort, la réaction est totale. Au moment de l'équivalence, la base faible, l'acide fort ne sont pas présents dans le milieu réactionnel, c'est vrai. Mais en revanche, les produits formés le sont présents. Et parmi ces produits formés, nous avons l'acide conjugué de la base faible étudiée. Donc, normal que le milieu soit légèrement acide. Pourquoi pour les acides forts et les bases fortes dosées, on a un pH égal à 7? Parce que la réaction chimique, c'est la même que celle qui est ici, sauf que l'espèce chimique formée, ici A- ou pH+, ne sont pas considérées comme des bases ou des acides du fait que l'acide de départ est fort. Donc, on a bien un pH égal à 7. Nous avons parlé des dosages colorimétriques, pH métriques. On pourrait aussi aborder les dosages conductimétriques, potentiométriques. Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Dosage conductimétrique, on ne mesure pas l'évolution du pH, mais de la conductivité, au fur et à mesure que le dosage se fait. Pour les dosages potentiométriques, c'est le potentiel qui est mesuré. On reviendra sur ces dosages plus tard. Alors, autre intérêt de ces courbes ici pH métriques qui concernent les acides faibles ou les bases faibles, c'est la valeur du volume, enfin du pH au moment de la demi-équivalence. Donc je connais mon volume équivalent, je divise ce volume équivalent par 2, je mesure le pH à ce moment-là. C'est intéressant car ce pH est égal à ce qu'on appelle le pKa du couple acide faible, base conjuguée. Idem pour ce cas de figure. Alors pourquoi? Vous vous souvenez de cette relation ici? Lorsque j'ai un acide et sa base faible dans un milieu, le pH peut être calculé grâce à la formule qui est là. Quand je suis à la demi-équivalence, quelle est la concentration en acide et en base conjuguée? Donc je reviens, quand je suis à l'équivalence, on sait que tout le réactif titrant ajouté a fait réagir la totalité de l'acide, du réactif titré qu'il y avait au départ. Quand je suis à la demi-équivalence, ça signifie que la quantité de réactif titrant ajouté n'a fait réagir que la moitié du réactif titré au départ. Donc si j'ai la moitié du réactif titré qui a réagi, forcément j'aurai fabriqué la moitié de base correspondante. Donc à la demi-équivalence, je peux affirmer que la concentration de la base est égale à celle de l'acide. Donc le log est égal à 0, donc le pH est égal au pKa. Alors plus tard, nous verrons les dosages conductimétriques et potentiométriques dans une future vidéo. En attendant, cette vidéo est terminée. Donc pensez à la revoir et à la re-revoir afin de mieux mémoriser sur le long terme et que tout ce que vous avez compris devienne enfin un acquis. Allez, à une prochaine fois. Au revoir.